Bonjour à tous, merci d'être là présents. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous regarderont plus tard dans la journée ou dans les heures qui suivent, pardon. Alors, je vais tout de suite passer pas à l'actualité, mais à notre roi du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du fils de Philippe le Bel, Philippe IV dit Philippe le Bel. Nous allons parler de Louis X. Alors, Louis X, fils aîné de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, sacré à Reims le 24 août 1315, également roi de Navarre, Louis Ier, mort en laissant un enfant à naître. Oui, bon, son frère cadet Philippe assure la régence. Alors je vous invite, chers amis, pour les nouveaux surtout, hein, et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la team, ben, abonnez-vous si vous le souhaitez. Partagez, commentez, mettez un pouce et activez la clochette, s'il vous plaît. Alors, oui, j'insiste un peu sur la suite de des rois à partir de Philippe IV dit le Bel. À partir de là, les rois qui vont succéder jusqu'à la 13e génération, je ne sais pas s'il s'agit que des rois, en fait, ils vont tous mourir enfin, pas prématurément, mais ils vont mourir très jeunes. Enfin, c'est tout. Ils vont pas régner très longtemps. Alors nous allons voir un petit peu les titres, l'identité de ce roi. Donc roi de France, 29 novembre 1314, 5 juin 1316, soit 1 an, 6 mois et 7 jours, vous voyez, c'est pas très long. Hein. Couronnement 24 août 1315 en la cathédrale de Reims. Prédécesseur Philippe IV dit le Bel, donc successeur Jean Ier indirectement. Oui, donc voilà. Alors, roi de Navarre, Louis Ier, donc 2 avril 1305, 5 juin 1316, 11 ans, 2 mois et 3 jours. Couronnement le 1er octobre 1307 en la cathédrale de Pampelune. C'est sûrement en Espagne ça, je pense. Non. Oui, en Espagne. Prédécesseur Jean Ier et Philippe Ier. Successeur Jean Ier indirectement. Donc on a vu, hein, ce sera le roi dont on parlera plus tard. Alors, comte de Champagne, 2 avril 1305, 29 novembre 1314, soit 9 ans, 7 mois et 27 jours, prédécesseur Jeanne Ier et Philippe IV, successeur incorporator au domaine royal. Bon, on ne sait pas qui c'est. Hein. Biographie, donc dynastie des Capétiens, date de naissance 4 octobre 1289, lieu de naissance Paris, Royaume de France, date de décès 5 juin 1316 à 26 ans, lieu de décès au château de Vincennes, Royaume de France, nature du décès, pneumonie. Ah. Sépulture, nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, père Philippe IV, mère Jeanne Ier, grand-père paternel Philippe III, grand-mère paternelle Isabelle d'Aragon, grand-père maternel Henri Ier, je ne vois pas pourquoi il dit ça d'ailleurs, grand-mère maternelle Blanche d'Artois. Alors, fratrie, Philippe V, Charles IV, Robert de France. Alors, conjoint, Marguerite de Bourgogne, 1305-1315, enfant Jeanne II, voilà, enfant avec le deuxième conjoint, où est le deuxième conjoint? Je vois pas. Enfin bon. Enfant avec le deuxième conjoint Jean Ier posthume, héritier Jean Ier posthume aussi, religion catholicisme, résidence château de Vincennes. Voilà un petit peu pour l'identité de ce prince. Voilà, regardez, un joli médaillon. Alors, est-ce que j'ai mis en place le séchamé, moi? Oui, voilà. Alors, le règne, on va passer. Non, on passe. Mariage, donc, oui, on va pas revenir sur les débuts, là. Le 21 septembre
1305, Louis a épousé Marguerite de Bourgogne, fille du duc Robert II de Bourgogne également et d'Agnès de France, dernière fille du roi de France Louis IX. Marguerite est donc la cousine germaine du père de Louis-Philippe le Bel. Donc la cousine, d'accord. De ce mariage, il n'a eu qu'une fille, Jeanne, née en 1312. Avant son premier mariage, Louis a eu une fille illégitime prénommée Eudeline, qui devient plus tard nonne, puis abbesse du couvent des Cordeliers de Paris. À la Pentecôte de 1313, Louis, ses frères, leur épouse et de nombreux nobles prennent la croix. Bon, on peut continuer à lire ça. Le règne, donc, bien que Louis X n'ait régné qu'un an et demi, de novembre 1314 à juin 1316, on peut noter certains éléments de sa politique. Succédant à Philippe IV le Bel, il doit faire face aux révoltes suscitées par la politique de son prédécesseur et menées par les barons qui calment par des concessions. Louis tente d'accroître les revenus royaux et amorce plusieurs réformes, dont la libération des serfs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les serfs, les esclaves, voilà. Voilà, vous voyez, regardez. Le servage est défini par la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage des Nations Unies concernant aussi le servage comme la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur une terre appartenant, bon ben voilà, vous avez compris, et l'autorisation des Juifs à retourner en France. Les ligues des grands féodaux, donc isolés dans un conseil étroit, Louis X doit chercher l'appui de ses frères Philippe de Poitiers et Charles de la Marche, les trois frères dont la descendance est douteuse depuis l'affaire de la Tour de Nesle. Bon, il faut y revenir dessus, mais n'ont pas d'héritier mâle et leurs épouses sont en prison pour leur inconduite. Charles de Valois est tout puissant et il a trois fils dont l'aîné est le futur Philippe VI de Valois. Il est un de ceux qui entendent revenir sur les décisions prises par les conseillers au nez de Philippe IV, issus pour la plupart de la haute bourgeoisie. Voilà. Oui, les bourgeois, petit à petit, ils feront leur nid comme autrefois au temps des Mérovingiens, les maires. Les maires qui, peu à peu, prennent de l'ampleur, de la puissance et renverseront, bien sûr, les Mérovingiens. Mais ça, vous connaissez déjà l'histoire, on en a parlé. Et là, c'est pareil, les bourgeois commencent un petit peu, vous voyez déjà, ça remonte loin. Alors la fronde menée par les nobles et soutenue par le peuple, opprimé par les taxes et les impôts, elle fait de nombreuses victimes, notamment Enguerrand de Marigny, ici Enguerrand de Marigny est né à Lyon, la forêt en Normandie vers 1280 est mort pendu au gibet de Montfaucon à Paris le 30 avril 1315. Enfin bon, voilà un petit peu qui est pendu donc Pierre de Latilly et Raoul de Presles, voilà, qui sont torturés. Louis X renonce à les défendre, tant la parole du roi est devenue inaudible. Ah bon? Il a pas eu un règne formidable, lui. Bon, on continue. Réforme du servage, rappel des Juifs, donc. Par une ordonnance du 3 juillet 1315 et moyennant finance, Louis X abolit le servage au sein du royaume de France, arguant que tous les hommes sont nés libres. Ah tiens, on n'est pas loin de la révolution là. Et bien si, pourtant. Vous voyez que déjà la libération n'était pas l'apanage de la Convention, de la Révolution, de la Convention et des droits de l'homme de 1789. Il déclare que les serfs français sont donc libérés, bien que chaque serf doive acheter sa liberté. Quand même, oui. Sinon, il ne pouvait pas se libérer et rester au service des seigneurs. Une commission est constituée pour entreprendre la réforme, qui établit le péculium, ou valeur de chaque serf,
Pour les serfs appartenant directement au roi, tout le peculium revient à la couronne. Pour les serfs appartenant à des sujets du roi, le montant doit être partagé entre la couronne et le seigneur féodal concerné. Ah, quand même, la couronne se sort au passage. Vous voyez, la financiarisation a pris de l'ampleur et beaucoup d'effets. Hein. En l'occurrence, tous les serfs ne sont pas prêts à payer de cette manière et, en temps voulu, Louis déclare que les biens de ces serfs seront de toute façon saisis et que les profits vont payer l'expédition militaire en Flandre. Louis X est également responsable d'un changement clé dans la politique envers les Juifs. En 1306, son père Philippe IV avait expulsé la minorité juive de toute la France, un événement bouleversant pour la plupart de ces communautés. Bon, on va pas continuer. Louis a commencé à considérer cette politique motivée par les revenus supplémentaires qui pourraient être apportés à la couronne si les Juifs étaient autorisés à revenir. En conséquence, il émet le 28 juillet 1315 une charte qui autorise le retour des Juifs dans le royaume, bien que celui-ci soit soumis à des conditions particulières. Bon, ça... Alors, la campagne de Flandre, Louis X poursuit les efforts de son prédécesseur pour trouver une solution militaire au problème épineux du comté de Flandre. Au XIVe siècle, le comte de Flandre règne sur un État immensément riche qui... Oh mais, qu'est-ce que j'attends? J'aurais pu mettre la musique depuis le temps. Louis X mobilise une armée le long de la frontière flamande le 31 juillet 1315, mais la situation française devient rapidement tendue par l'absence de combat et l'enlisement de l'ost royal dans l'Ouest inclus. C'était courant, ça. De la France et de la Belgique. Mort et succession. Donc, au début du mois de juin 1316, Louis X boit du vin glacé alors qu'il s'est échauffé lors d'une partie des Jeux de pommes à Vincennes et peu après, pris des malaises, lui meurt le 5 juin 1316 d'une pleurésie ou d'une pneumonie, bien que des rumeurs d'empoisonnement aient circulé. En raison des circonstances de sa mort, Louis X devient le premier joueur de pommes identifié dans l'histoire. Il est inhumé dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis le 7 juin, notons que faute de pape, il ne put obtenir l'autorisation de division corporelle. Avant de décéder, peut-être pris de remords de ne pas être intervenu, il faisait dommager les enfants du Grégoran de Marigny qu'il n'avait pas pu sauver et fait rendre à Raoul de Presles les biens dont celui-ci a été spolié. Enceinte, la reine Clémence donne naissance le 15 novembre 1316 à un fils Jean Ier de Posthume. Celui-ci meurt au bout de 4 jours de règne. La question d'une éventuelle illégitimité de la princesse Jeanne, issue de la première union de Louis à la succession au trône de France, s'oppose à la noblesse française. En effet, l'absence d'héritier mâle direct ne s'est encore jamais produite au cours du miracle capétien. Les Échos. Les historiens appellent le miracle capétien la période qui, de 987 à 1316, vit se succéder à la tête du royaume de France les 13 premiers descendants en ligne directe du Louis Capet. Là, il figure 9. Celui-ci ou notre preuve du lien spirituel qui est ici la monarchie. La succession. Ça devait être un peu longtemps. À la maison de David. Oui, voilà, oui. Après, je vais voir
raconter une anecdote sur un prétendu Louis XVII, Nendorf. Ainsi, l'accession de force préalablement utile devenait par l'usage héréditaire. Oui, alors on dit qu'il venait directement du roi David. Bon, je sais. Alors justement, je profite de cette question pour vous parler de Nendorf. Alors Nendorf, c'est celui dont on prétend qu'il a survécu à l'emprisonnement au temple concernant Louis XVII. Donc Louis XVII serait Nendorf. Nendorf qui est mort d'un coup d'épée lors d'une rixe et d'une réparation qui devait se faire par un combat avec bien sûr un arbitre. Bon, voilà. Eh bien, il se trouve que Nendorf a montré lors d'une confession à un prêtre, je ne sais plus dans quel pays, il a montré sa cuisse sur laquelle aurait été pas gravé, mais comment apparaissait une sorte de colombe, vous voyez, qui en fait que tous ces rois seraient légitimement descendants du roi David. Voilà, c'est là l'anecdote que je voulais vous raconter. Bon, maintenant, la succession à la couronne française, préalablement élective, s'était faite peu à peu par l'usage, selon le principe de la masculinité, qui régit alors les fiefs. La noblesse française préfère offrir le trône au frère Philippe X, Philippe V, le long donc, qui était déjà régent depuis la mort de Louis. C'est voilà, ce sera le futur roi dont on parlera demain, je pense, si j'ai bien compris. Alors, descendance, bon, ben voilà, les références culturelles, Louis X est un personnage majeur de la série de romans, Les Rois Maudits, ah oui, Les Rois Maudits, de Maurice Druon. Alors moi, je vous invite encore une fois, je vous invite à voir cette série de 4, je ne sais plus combien d'épisodes, de plus d'1 heure. Vraiment, la deuxième version n'est pas mal, avec notamment Jean-Claude Drouot, comment elle s'appelle, la femme de François Hollande, Julie Gaillet, et notamment une belle interprétation d'acteurs, d'actrices qui vraiment font honneur à Maurice Druon, qui était mort depuis longtemps déjà, puisque c'est la deuxième série tournée en 2005. La première série est plus belle. Enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est en noir et blanc, bon. C'est avec d'autres acteurs, bien sûr, évidemment. Mais la deuxième version des Rois Maudits est pas mal faite. Gérard Depardieu qui joue le rôle de Jacques de Molay sur le bûcher. Bon, c'est pas mal. Bon, on sentait le grand acteur qui est Gérard Depardieu, quoi qu'on en dise, sur ses affaires, potentiellement ou réellement, je ne sais pas, d'une grossièreté. Voilà, c'est toujours cette dispute. Vous savez, je vais vous faire un aveu, chers amis. Quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Vous voyez ce que je veux dire? On trouvera toujours un prétexte pour tuer un chien. Eh bien, il en est de même quand on veut tuer socialement ou professionnellement un comédien, un acteur, je ne sais pas, un ministre, ou un dirigeant par exemple. On dira qu'il a la peste. Enfin, on trouvera plein de prétextes, on est bien d'accord. Voilà, c'est ainsi. Voilà, chers amis, un petit peu l'actualité royale du jour. Donc, quel sera le prochain roi? Louis X, eh bien oui, c'est Jean Ier, justement. Alors, Philippe V, le long, ce sera après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Louis X et de ses derniers rois? Eh bien, ils sont morts, comme vous le voyez, dans la lignée de la malédiction lancée par Jacques de Molay, mais pas que. Il n'y a pas que les rois, il y a aussi des proches des rois, et notamment, pour ce qui est d'Henri IV d'Illebel, le Philippe IV d'Illebel, c'est notamment Nogaret, comte de Nogaret, je crois, qui est mort la même année que le roi Philippe IV. C'est lui qui a fait condamner, qui a fait torturer surtout les Templiers, et sans même tenir compte de ce qu'on pouvait dire sans pour autant pousser à la torture. Mais voilà. Vous savez que sous la torture, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais sous la torture, on leur disait, est-ce que tu reconnais, est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous reconnaissez d'avoir nié Jésus-Christ, par exemple?
On ne leur demandait pas une alternative. Hein. On leur disait tu reconnais que tu as nié Jésus-Christ, que tu as pratiqué de la sorcellerie, etc. Et puis de mœurs redouteuses, oui. Bon bref, on les force à travers des affirmations et non pas des questions. Vous voyez. Bref, voilà. Mais l'époque était assez rustre, hein, il faut dire que bon, c'était un peuple, le peuple franc comme d'ailleurs occidental et même oriental et partout. Hein. Les gens, les dirigeants et le peuple étaient assez rustres, assez. Voilà, hein, c'était pas une époque de bisounours comme aujourd'hui, hein, si vous me permettez cette expression. Voilà, chers amis, un petit peu ce dont je voulais un peu vous entretenir aujourd'hui. Alors, dans l'actualité, je n'ai pas trouvé grand-chose et je vais essayer de voir ce que j'ai. Je ne sais pas si je vais vous trouver quelque chose à vous donner. Non, vous parlez de Macron, ni de l'affaire du couple présidentiel, ni quoi que ce soit. Bon, vous savez que le livre aussi, je peux vous dire, le livre a été remis en vente sur Amazon par qui il semble qu'il soit en vente sur Amazon. Il avait été censuré, Amazon l'avait interdit suite à des pressions ou à des questions juridiques. Et apparemment, le livre, alors c'est Brigitte Bicoming, donc en anglais et en français. Donc il serait en vente. Alors à bon entendeur, si ça vous intéresse, si l'enquête vous intéresse, et bien voilà, j'ai quelque chose à vous dire, allez voir. Moi personnellement, pour ce qui est de Xavier Poussard, j'ai eu ma petite idée. C'est un bon journaliste, comme je l'ai dit, mais enfin, de là à s'être accaparé, pas accaparé, en disant que Natacha Ray, Amandine Roy ont remis, enfin surtout Natacha Ray a remis les dossiers concernant cette affaire. Notez que Natacha Ray a fait appel, je crois, de la sentence qui l'a condamnée avec Amandine Roy touchant l'affaire de Brigitte Macron. Elle a fait appel avec l'avocat Enguerrand, je crois que c'est Enguerrand. Pardon pour le prénom, je ne le connais pas, je ne m'en rappelle pas. Enfin, toujours est-il que bon voilà, les affaires suivent leur cours. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Natacha Ray est très malade. Bon, elle a un cancer. Voilà, elle a une maladie difficile. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, d'accord, de Yalta. Alors, Donald Trump et Vladimir Poutine veulent refaire, enfin, c'est une information qui, voilà, veulent refaire un Yalta numéro 2, le partage du monde, avec, comment dire, dans l'ordre du déroulement de cette réunion, oui, aurait lieu, non pas un monde unipolaire tel que les mondialistes le voulaient, finalement, ce serait un monde pluripolaire, non, multipolaire, pardon, multipolaire. Alors, je vais vous parler un petit peu les croisades et les vikings, alors à travers le travail de Olivier de Normandie. Attendez, les Valkyries, la surprenante histoire de guerrière. Je peux vous parler de ça aussi, mais je vous en parlerai quand on parlera de Jeanne d'Arc. Alors ici, je vais vous parler de croisades. Des croisades. Alors, maintenant, il faut savoir que Oleg a un petit peu changé de langage. Voilà. Il pense que les Templiers, par exemple, comme je vous l'ai expliqué hier, viennent en fait du prieuré de Sillon. Donc attention, le prieuré de Sillon, c'est un prieuré de source rosicrucienne, donc chrétienne si vous voulez, mais voilà, qui est. En fait, le prieuré de Sillon, c'est vrai, c'est la base de la chevalerie, on va dire, occidentale. Orientale d'abord, puisque le prieuré de Sillon, c'est à Jérusalem. Alors, saviez-vous que les Vikings. Alors, je lis un petit peu ce que disait Oleg au moment où il parlait beaucoup des Vikings, des Celtes, d'Odin, etc. Alors, saviez-vous que les Vikings. Alors, temps de lecture 10 minutes, 40 secondes, d'accord.
Saviez-vous que les Vikings étaient contemporains des croisades qui ont vu les chrétiens d'Occident tenter de reconquérir Jérusalem, pardon. Alors effectivement, je viens de vous le dire, je reviendrai après. Les Vikings étaient déjà officiellement convertis au christianisme. Ah, bon. Lorsque les croisades ont commencé, bien que les traditions païennes aient perduré. C'est ce que je vous disais à propos des Mérovingiens. Les rois, petit à petit, se convertissaient au christianisme pour justement apaiser les querelles entre l'Église de France, donc, et loin était encore l'influence de l'Église romaine, le Vatican, sur la France, sur le royaume, franc, voilà, ou gaulois. Cependant, les Vikings n'ont pas participé aux principales croisades en Terre Sainte. Je n'ai pas lu ça. Ils ont plutôt fait des conquêtes en Europe du Nord, autorisées par l'Église au nom de la conversion des païens, même si les Vikings, désormais chrétiens, étaient probablement plus préoccupés par l'expansion impériale. Ah oui, je l'avais lu, je vous l'avais dit, ça lisait la suite de l'histoire des croisades des Vikings. Bon, une brève chronologie des croisades, voilà un petit peu la peinture là. Oui, ça c'est les Templiers normalement. Prise de Jérusalem par les croisés le 15 juillet 1099 par Émile Signol. Ah, ça c'est plein du 19e siècle, d'accord. Oui, je vous l'avais lu, je crois, je ne sais plus. Je crois que j'avais lu, alors, on va quand même un petit peu parcourir la première croisade a débuté donc en 1095 lorsque Napoléon II a demandé au peuple de la chrétienté de se rendre à Jérusalem pour libérer l'Église de Dieu de l'emprise musulmane. Oh, je l'avais lu. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pardonnez-moi. Je pensais ne pas l'avoir lu. Alors, est-ce que je peux revenir là-dessus alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, mais j'ai 3000. D'accord, je vais ici. Qu'est-ce qu'il faut? C'est bizarre ça. Tiens, on peut revenir en arrière. Voilà la bibliothèque. Bon, je ne sais pas si ça va marcher. Ça, c'est la bibliothèque. Non, mais moi je ne peux pas revenir sur le sujet que je voulais vous développer. Mais bon, c'est pas grave. Ben non, j'ai pas tout lu en fait. Je vous ai montré. C'est pas bien ça. La croisade de Norvégienne. Attendez, je reprends ce passage. Alors, cette prise est toujours que l'éducation de l'Europe que le pape Urbain II meurt apparemment en apprenant la nouvelle. Qu'est-ce qu'on connaît des villes? Le nouveau pape Eugène III décide alors de lancer la deuxième croisade qui dure de 1145 à 1149. Elle fut, bon, écoutez, vous le lirez vous-même, chers amis, allez sur Pagan TV, ou alors Esprit Viking, comme je le dis, voilà. Je vous parle souvent des Vikings, chers amis, parce que pour moi, même aujourd'hui encore, vous voyez, les Celtes, les Vikings, enfin en tout cas les descendants, il y a des groupes encore chez nous en Bretagne, je ne sais pas ailleurs dans le pays de l'Hexagone, mais nous, chez nous, on a encore, je ne sais pas dans quelle ville, on a encore des groupes qui, comment dire, qui remettent à jour un petit peu
les druides, vous voyez, tout ce monde druidique de vikings, de celtes, qui rappelle effectivement à ceux qui sont là, hein, qui les voient, il leur rappelle, il nous rappelle aussi au passage que notre civilisation est d'origine gauloise, donc celte. C'est très simple à comprendre, non? Alors je ne sais pas quelle est la langue officielle des Gaulois, mais les Celtes étaient là déjà, en temps des Gaulois. Et je ne parle pas des Gaulois gallo-romains, je parle de la Gaule avant l'invasion romaine, et puis pendant et après. Alors pendant, ça a été des massacres, ça a été les destructions des livres, des œuvres, enfin des livres, ça n'existait pas, c'était les tables d'argile ou de pierre, je ne sais pas. Enfin, tout ce qui représentait l'histoire gauloise et des Atlantes, donc de l'Atlantide, ont été détruites, plus ou moins. Il y a encore des artefacts, il y a encore des... Justement, je vous invite à voir certains historiens dont, comment il s'appelle, Oleg de Normandie nous parlait, à savoir, alors c'est Jacques Mailleux, je crois, hein, si je me trompe. Je remonte, hein, parce que là, j'ai tendance à descendre. C'est très bien, mais quels sont les historiens? Bon, il y a Jacques Lombard, mais comment Maurice Lombard, je crois. Maurice Lombard, c'est plutôt les musulmans, c'est l'islam au temps médiévaux. Hein. Nous sommes bien d'accord, mais Jacques Mailleux, je crois que c'est Jacques Mailleux. Hein. Voilà, regardez, c'est la croisade qui menace Richard Cœur de Lion d'Angleterre ou Robin des Bois. Alors je ne sais pas quelle est cette histoire de Robin des Bois. Seul Oleg l'explique très bien. Moi, je ne veux pas reprendre tout son travail, je ne veux pas non plus le copier. C'est pas le bon but. Hein. Galice, on va aller jusqu'en bas. Voilà, un petit peu, voilà, regardez. L'évêque, le roi, les croisades suédoises, oui, vous voyez. L'évêque Henri en route vers la Finlande, représentation de la fin du Moyen-Âge, âge provenant du Cland. Les Vikings. Oui, je pense que les Vikings ont joué un grand rôle, même parmi les Templiers. Et c'est la raison pour laquelle Philippe le Bel les a brûlés. Évidemment, il les a pas brûlés parce qu'ils étaient authentiquement, enfin je veux dire par là, d'origine de souche chrétienne réellement. Ils étaient de souche viking, et c'est ça qui gênait Philippe IV. Et puis le pape, bien sûr, le pape Clément V, qui était un Français, je rappelle. Hein. C'était un archevêque français ou un cardinal français au départ. Voilà, hein. Donc ne vous y trompez pas, chers amis. Toute l'histoire a été en fait modelée sur sur le Vatican, à partir de ce que le Vatican souhaitait, que les jésuites, par comment on appelle ça, l'Inquisition, ont mis en place pour modifier, transformer et remodeler l'histoire des Templiers, des croisades, etc. etc. Mais c'est ne pas aller au fond des choses. Et là, j'admire le travail d'Oleg de Normandie, même encore aujourd'hui, malgré qu'il parle plus de Jésus-Christ, de l'Apocalypse. Bon, ça, après, c'est son choix. Je respecte ça. J'allais dire son retour, je ne sais pas si on peut appeler de retour, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce revirement fait plutôt vers la chrétienté, mais pas du tout la chrétienté comme vous l'entendez habituellement, chers amis du Vatican. Hein. Lui, il a un autre regard de la chrétienté, à partir de l'histoire selon laquelle Marie-Madeleine a donné naissance à des enfants. Par qui? Par Jésus. Bon, ça, c'est à partir de ce que je vous ai dit. La première Bible au IVe siècle qui a été modifiée et changée en la Vulgate, admise par le Vatican. L'autre a été balayée des revers de main par le Vatican. Hein.
la Bible d'Égypte, je crois, où là Jésus n'avait pas du tout le mode de vie qu'on lui prête depuis des siècles. Hein. Voilà, ça c'est une chose dont Oleg nous parle avec... voilà. Après, qu'on soit d'accord ou pas, moi je ne fais que transmettre, rapporter, non pas que je répète, hein, je vais moi aussi aux sources, hein, évidemment. Hein. Voilà, vous voyez. Oui, regardez, et le fut assez bizarre, oui, les guerriers d'Égypte, de Syrie, d'Irak, donc voilà, de Saladin. Ils avaient connaissance, les Templiers, bien sûr, de la Bible d'Égypte, ainsi que les autres chevaliers, je pense, mais parmi la chevalerie, c'est surtout les Templiers qui étaient les plus nombreux pour accompagner, enfin, après... Voilà un petit peu, chers amis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, l'actualité, je n'ai pas malheureusement grand-chose à vous donner. Je suis navré de ne pas pouvoir vous satisfaire, parce que l'actualité se répète et on retombe toujours sur les mêmes, comment dire, mythologie nordique. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais voir un peu ce que c'est. Qu'est-ce qu'une cure runique? Activité viking en Pologne. Qui est Sigurd, tueur de dragon et guerrier viking maudit. Le Sigurd, c'est un petit peu comment Siegfried dans la tétralogie de Richard Wagner. Mais bon, si vous ne connaissez pas cet opéra, je vous invite à fouiller un peu là-dedans. Moi, je l'ai fait pendant quelques années. Voilà. Je vais voir un petit peu Sigurd. Tenez, je partage un peu avec vous cette page de mythologie nordique viking. Voilà. Qui est Sigurd, tueur de dragon. Bon, ça n'a pas grand chose à voir avec l'histoire dont je viens de vous conter à l'instant du roi Louis X, hein, évidemment. Mais puisqu'on parle de la chevalerie, justement, vous voyez, la chevalerie n'a pas eu lieu que chez nous, dans l'Hexagone, hein, dans le royaume franc, hein, il faut le savoir. La forge de l'épée, il s'agit d'un dessin d'accord. De l'épée Gramme. Oui, ben c'est de là que Richard Wagner a pris ça. Bon, je reviendrai une prochaine fois. Je reviens ici. Voilà. Alors, je vais enlever ça parce que ce n'est pas l'ordre du jour. Je vais vous dire. Voilà. Bon, sur l'actualité, chers amis, je n'ai rien d'autre à vous donner. Je vais tâcher de regarder un peu ce que je trouve ici, par exemple. Vous ne voyez pas normalement puisque... oui, c'est pas... Bon, chers amis, voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre cette belle petite page parce que je ne vais pas montrer. Regardez un petit peu comme la vidéo est belle. Regardez. Et cette musique est délicieuse, vraiment. C'est une musique médiévale de cette époque, hein, de l'époque de la chevalerie française, ou à l'époque où la France était la France, hein, si je peux me permettre. Aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on a fait de notre histoire, de notre patrimoine? Bon, je ne vais pas vous répondre, vous le savez. Les réponses, elles fusent, hein. Je vous laisse les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai mon idée, bien sûr, évidemment. Hein. Moi, je suis plutôt monarchiste, royaliste, donc vous comprenez que l'époque d'aujourd'hui, bon, je la vis comme tout le monde, hein. Je la vis, ma foi, avec bonheur, avec joie, non pas sur le plan politique ou social, mais je la vis parce que je suis né dans cette époque, voilà, tout simplement. Je fais corps avec mon temps, avec mon époque. Évidemment, moi je suis né dans les années 50, voilà, hein, je fais corps avec, hein, tout simplement.
Voilà un petit peu, chers amis, ce dont je voulais vous entretenir. Je vous laisse un petit peu méditer. Alors écoutez, on se dit à bientôt. Soyez heureux avec chacun des membres de votre famille, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, ou petits-enfants, si vous avez le cas. Soyez heureux avec vos amis, bien sûr, bienveillants, plein de gentillesse, plein de bonnes intentions. Soyez aussi dans la paix, la joie, l'amour et le partage avec vos collègues de travail. C'est un peu parti, mais bon, c'est ceux qui vous accompagnent et que vous accompagnez chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi. Donc on est dans le 21 jours. Mais en tout cas, voilà, sachez, chers amis, qu'il faut vivre dans la paix le plus possible. Parce que si vous voulez vivre en paix, préparez-vous à faire la guerre. C'est bien ce que l'on dit. Alors c'est un âge qui vaut tout à fait en tous les temps, que ce soit dans ces époques médiévales reculées ou les temps d'aujourd'hui. Et peut-être beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des batailles non seulement à nos frontières, mais même à l'intérieur de notre pays. Carrément, c'est beaucoup plus grave dans ces temps jadis, ou la guerre jadis. Ici, les soldats, ici, dans ces époques médiévales, se battaient plutôt. Bon, il y avait des guerres internes aussi, des guerres intestines entre barons, je l'ai dit, barons, même au point de vue du clergé. Mais c'était surtout au niveau des frontières. Non seulement pour assurer la paix, pour agrandir le royaume, mais pour défendre le royaume, le maintenir dans ses frontières nouvellement créées. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, il n'y avait pas ces guerres intestines comme on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des guerres certes silencieuses, mais pour ceux qui habitent des grandes villes comme Lyon, Marseille, puis Paris, l'île de France, regardez ce qui se passe au quotidien, quoi. Il y a des guerres internes, mais beaucoup plus virulentes. J'allais dire que c'est, même si elles sont silencieuses, que les médias n'en parlent pas beaucoup, disent pas grand-chose, mais il y a des guerres beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, enfin bon, beaucoup plus de guerre que dans le passé, vous voyez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Chers amis, ne vous y trompez pas, nous sommes en guerre, c'est ce qu'il a dit, moi je n'entends rien. Mais avant qu'il le dise, nous étions déjà depuis longtemps en guerre, figurez-vous. Parce que depuis les années 70, même avant, lorsque Francis Bouille disait oui, il faut laisser les familles venant d'Algérie ou d'ailleurs, il faut les laisser ici, il faut les empêcher d'envoyer de l'argent, donc il faut ramener la famille chez nous, ici, pour qu'ils restent là, qu'ils puissent continuer à travailler pour nous. Vous voyez, c'était dire ce qu'il fallait dire, baisse des salaires, pression sur les salaires, parce que les Français gagnent trop d'argent, c'est ce que je vous ai dit à propos, et je le dis dans mes vidéos de short, allez voir, j'en parle là depuis 2 jours, là je vous parle de la pression qui s'est faite sur le mode de vie, le PIB de chacun de nous. C'est les trois formes que, comment il s'appelle, Aldostérone sur sa chaîne donne, à propos de Bernard de Mandeville, je crois, et Karl Marx, quand il dit le B matière, alors je vais résumer un petit peu si vous voulez, B matière, donc salaire, revenu, voilà, pension, A c'est l'argent, et puis B c'est de nouveau ce que vous pensez, la matière, les matières, facture, achat de vêtements, nourriture, etc. Après il y a l'autre mode, c'est A, B, A c'est l'argent que vous gagnez, B c'est le matériel, c'est la matière, donc la création de votre commerce, de votre métier d'indépendance, comme le médecin, l'avocat et autres. Et là, c'est ce que vous gagnez en plus. Mais là aussi, ce que vous gagnez en plus, l'État vous le prend. N'est-ce pas? Et puis il y a le AA qui est vraiment argent, tout simplement. Mais ça, c'est les ultra riches. Je vous en reparlerai aujourd'hui dans une vidéo short. Merci de m'avoir suivi. Nous nous disons à bientôt, chers amis. Au revoir.